Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience et aujourd'hui on va débriefer un an d'utilisation du MacBook Air M1. Alors vous avez été nombreux à me demander ce retour sur ce MacBook Air M1 et c'est vrai que ça fait un moment que je vous le tease, je vous dis faut absolument que je vous fasse une vidéo là-dessus. Ça y est, on y est, je vais vous parler de cette machine, de ce monstre. Parce que on arrive en 2024 et ce MacBook Air M1 est toujours en vente, Apple le vend toujours. Et du coup, vous pourriez vous demander, mais s'ils le vendent toujours, c'est que peut-être il vaut encore quelque chose en 2024. Et spoiler alert, oui. Et avant d'attaquer, je vous fais un petit résumé sur mon parcours informatique. J'ai jamais été un pro Apple, j'ai jamais trop eu de Apple, j'ai eu un iPhone il y a très longtemps que j'ai revendu, mais j'ai jamais été trop Apple, j'ai toujours beaucoup travaillé sous Windows, et puis j'ai vu plusieurs créateurs et plusieurs photographes utiliser un iPad pour retoucher leurs photos. J'ai eu l'occasion de prendre en main un iPad Pro, et cette sensation de modeler ces photos à la main avec le stylet, c'était incroyable. J'ai franchi le pas, je me suis acheté un iPad Pro M1. Et quand j'ai vu la puissance de la puce M1 dans un iPad Pro pour de la photo, j'ai commencé à me poser des questions. Parce que j'avais besoin de mobilité, j'avais besoin de pouvoir monter des vidéos sans devoir rester dans ce bureau. Alors je me suis mis à faire des recherches, puisque j'étais globalement sous Windows et que j'avais tous mes logiciels sous Windows, je me suis dit on va rester sous Windows. Du coup je me suis mis un petit peu à regarder ce qu'il y avait. Les seules choses intéressantes que j'ai trouvées c'était chez Dell, mais je trouvais ça très cher, pour des performances correctes, mais sans plus. Et du coup, j'ai eu pas mal de propositions via YouTube de vidéos de créateurs qui disaient tiens, le MacBook, Apple, nanana. Alors je savais qu'Apple faisait des super devices pour travailler, mais moi, un MacBook Pro à 3800 balles, c'était pas possible, c'était pas le budget que je voulais y mettre. Et puis, j'ai commencé à voir sur YouTube américain pas mal de vidéos popées sur le MacBook Air M1, celui de base, celui-là avec 256 Go de disque dur, 8 Go de RAM. Le truc le plus basique qu'on trouvait à 1200 balles à l'époque et que moi j'ai touché au Black Friday il y a un an à 900 €. Et en regardant les tests et les perfs, je me suis dit ok, banco, on y va. Je voulais pas mettre beaucoup plus que ce budget-là et j'y suis allé, je l'ai acheté et ça fait un an que l'intégralité des vidéos YouTube que vous avez sur cette chaîne sont montées avec ce petit machin-là. Alors quand j'ai reçu ce MacBook Air, déjà j'ai été assez épaté de l'épaisseur. Je veux dire, là, on a l'épaisseur d'un stylo bic. C'est fou. L'aluminium, j'avais hyper peur que ça marque, que ça raye, que ça casse. Et en fait, ça encaisse bien. Alors, il a pris un tout petit coup, là, il y a quelques jours. C'est le premier depuis un an, mais globalement, je sais pas comment c'est foutu, c'est un aluminium qui raye pas. Voilà, donc 2 ports USB-C sur le côté, ce qui est assez peu, on va pas se mentir, mais finalement on s'y fait avec un dock et un écran 13 pouces avec une dalle hyper lumineuse. Et certains d'entre vous vont sûrement se poser la même question que moi-même je me suis posé, est-ce que 13 pouces c'est pas un peu petit ? Titre ? Moi, je venais d'un ordinateur portable de 17 pouces et je travaille actuellement sous Windows avec un 49 pouces et un 27 pouces, donc 13 pouces. J'avais un petit peu peur que ce soit compliqué de bosser avec ça, et en réalité, c'est très bien. Alors, il y a mieux, c'est sûr, mais moi j'ai pas les moyens d'avoir un 16 pouces, je sais que maintenant il y a le M2 avec un 15 pouces, pour le coup que je vous recommande, parce que moi 13 pouces je trouve ça très bien, donc on va pas se plaindre s'il y a un petit peu plus de taille d'écran. Mais honnêtement, que ce soit l'architecture logicielle, que ce soit la qualité de la dalle, avec 13 pouces, on peut bosser. Moi, ça fait un an que je monte sans problème là-dessus. Et en fait, on s'y fait très très bien. Je pense qu'il faudrait pas plus petit, parce que là, pour le coup, on serait vraiment sur un mode tablette qui serait un peu gênant. Mais là, pour le coup, ça le fait. On a une très bonne définition et c'est hyper fluide. Deuxième truc qui m'avait marqué dans les tests que j'avais vus, c'est toutes les éloges sur ce clavier. Et moi, je m'étais dit, mais un clavier, c'est un clavier. On va pas non plus en faire des caisses sur un clavier. Et c'est pas vrai. Apple a développé ce qu'ils appellent le Magic Keyboard. Et c'est vrai que ça fait une différence. Moi, je tape énormément, j'écris énormément, je déroule des pages pour YouTube, pour plein de trucs. Je suis quelqu'un qui tape énormément au clavier. Et là, j'ai vu une différence. C'est pas n'importe quel clavier. Ce clavier-là, il a un retour haptique, il a une résistance, il a une disposition. On va beaucoup plus vite. Moi, je fais beaucoup moins de fautes. Vous expliquer comment, je ne saurais pas vous dire, il y a quelque chose autour de la sensation, mais le clavier fait une différence. Alors que honnêtement, j'aurais pas parié dessus une seule seconde. Deuxième truc dont tout le monde parle tout le temps, et je voulais me faire la main dessus pour voir si c'était si génial, c'était le trackpad. Et effectivement, il est assez ouf. Déjà, il est très grand, ça c'est très agréable, surtout qu'on a un écran de petite taille, il fallait quand même avoir des outils tactiles de qualité. Le tactile est très très bon, on peut utiliser un doigt, deux doigts, trois doigts, on peut
Utilisez en réalité le trackpad comme on utiliserait un smartphone. On peut zoomer, on peut... Enfin, honnêtement, c'est... Je vois beaucoup de gens utiliser des Mac Studio ou des Mac Mini et qui achètent un clavier et qui n'achètent pas de souris, qui achètent un trackpad à côté parce qu'Apple a créé un trackpad qu'on peut utiliser. Et je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi, c'est tellement intuitif, c'est tellement rapide et fluide que ce truc-là, cette techno-là, c'est du génie. Et du coup, j'en suis à me demander, mais pourquoi les autres marques sous Windows ne font pas ça? Je comprends pas que les Asus, les Dell, les HP, tout ce que vous voulez, mais pourquoi personne n'a développé un trackpad équivalent à celui-là? Il est tellement dingue. Je vous jure, si vous avez jamais pris un Mac dans vos mains, le jour où vous allez en toucher un, allez dans une Fnac ou autre le tester, vous allez voir que la sensation, elle est unique. Ça marche hyper bien, et pour gagner en productivité, il n'y a rien de mieux, c'est ultra efficace. Alors maintenant, en termes de puissance pure, donc comme je vous l'ai dit, moi je suis sur la version de base du MacBook M1, j'ai 256 Go de disque dur en interne, donc moi je monte avec un petit SSD, un Samsung T7 qui est tout le temps branché dessus, et qui a le même débit comme on est sur du Thunderbolt. Du coup j'ai un débit constant, donc je peux le monter sans problème avec, et j'ai 8 Go de RAM. Certains diront que c'est pas suffisant, et je vous dirais que ça va, mais qu'avec 16 on serait mieux, mais déjà avec 8, moi ça fait un an que je monte sans problème. Et vous allez me dire, oui mais tu montes quoi? Eh ben, je monte des vidéos qui vont de 7 minutes jusqu'à 35 minutes pour les derniers tests, les G9, tout ça. Je monte avec de la 4K 25 images par seconde en 422 10 bits. Dedans, je peux lui mettre de la 4K 120 que j'ai fait avec le G9 II. Je peux lui mettre de la 4K 60, tout ça en 10 bits. Et ça tourne. Je vous jure que ça tourne. Je vous dis pas qu'il n'y a pas des petits ralentissements par moment, mais au global, c'est impressionnant. Je suis en log, je lui mets de l'étalonnage, parfois je lui mets un peu de stabilisation, etc. Et ça tourne. Donc j'ai des petits ralentissements par moment. Ça peut arriver de temps en temps quand j'appuie, qu'il y a un tout petit décalage de frame, etc. J'arrête, je remets. Mais honnêtement, pour une machine qui tient, parce qu'il faut le dire aussi, en termes d'autonomie, elle a 18 heures d'autonomie. Alors 18 heures d'autonomie, c'est aussi vous faites du traitement de texte, quand vous faites du montage, il y en a un peu moins, je dois être à 6-7 heures peut-être. Mais 6-7 heures d'autonomie, à faire du montage, le machin il ne chauffe pas. J'ai la pleine puissance même quand il n'est pas branché sur le secteur, ce qui n'est pas le cas sous Windows. Sous Windows aujourd'hui, si vous voulez profiter de la maximum de puissance de votre machine, il faut le brancher sur le secteur. Là, que vous soyez sur secteur ou sur batterie, votre machine elle ne perd pas en puissance, elle a toujours autant de patates. Et tout ça, j'arrive à le faire dans un truc qui est gros comme ça, hyper léger, hyper transportable, hyper puissant, ultra silencieux parce que c'est la version R, c'est pas la version Pro, donc il n'y a pas de ventilation, il chauffe pas, c'est épatant. Et là vous seriez tenté de me dire, mais c'est absolument incroyable Benjamin, donc il y a forcément un loup. Alors, un loup je sais pas, déjà il faut s'habituer à macOS. Quand on vient de Windows, macOS c'est une autre philosophie, c'est un autre état d'esprit. Moi pour le coup je peux vous le dire parce que je jongle entre les deux. Et du coup j'ai des automatismes, des fois que j'applique sur l'un ou pas sur l'autre, c'est une gymnastique qui est pas toujours simple à faire. Mais pour l'instant, j'ai encore un peu de mal à passer full Mac, parce que j'aime beaucoup mon PC sur lequel j'ai beaucoup investi. Et il a un défaut quand même, c'est que même s'il est fluide, même s'il avale tous les codecs, il avale toutes les puissances, tous les débits, etc., et qu'il reste relativement fluide, je trouve le temps de rendu un poil long. Alors, un poil long, ça dépend à partir de quoi on se base. C'est-à-dire que par rapport à mon PC Windows, je le trouve un peu long. Une vidéo en 4K, en 10 bits, ou sur lequel je vais mettre un étalo, sur lequel je vais mettre parfois un peu de stabilisation, ou je vais mettre peut-être des overlays, etc. Sur une vidéo moyenne de 12-13 minutes, il me faut 40 minutes de rendu, ce qui n'est pas excessivement long. Mais je me suis habitué sur la machine que j'ai derrière sous Windows, qui je pense vaut à peu près un M1 Max, moi je suis à 4 minutes. La même vidéo, il me faut 4 minutes ici et il me faut 40 minutes là. Mais on n'est pas sur le même prix, on n'est pas sur la même machine, on n'a pas la mobilité, on n'a pas l'autonomie, voilà, c'est des compromis, c'est différent. En sachant que lorsque j'utilise cette machine et que je fais un rendu qui me prend 40 minutes, la machine elle n'est pas immobilisée. Pendant 40 minutes, je peux switcher, laisser la machine tourner et je peux faire autre chose qui va aussi me prendre des ressources. Alors c'est pareil, lancez pas un export Photoshop de malade à côté, mais je peux faire autre chose. Je peux faire ma compta, je peux regarder internet, je peux utiliser des petites applications pas trop gourmandes et ça tourne sans problème. Il n'y a pas de ralentissement, il n'y a pas de chauffe, il n'y a pas de bug, rien du tout. Donc voilà, je le dis quand même parce que moi je me suis habitué à des temps de rendu beaucoup plus courts sur celui-ci. Mais finalement, le compromis de me dire il me faut 40 minutes pour faire un rendu là-dessus, mais je peux le faire où je veux, quand je veux, avec une autonomie de malade, pour moi c'est très acceptable. Et alors un des trucs super cool de l'univers
Apple que j'ai découvert avec ça, parce que quand on a un seul device, on peut pas tellement s'en rendre compte, mais comme j'ai l'iPad Pro et que j'ai ça, c'est le AirDrop. Le AirDrop, c'est un outil qui permet d'envoyer un fichier directement d'un device Apple à un autre device Apple à une vitesse folle, et j'utilise le AirDrop en permanence. Je l'utilise tout le temps pour des captures que j'envoie quand je vous fais un analyse et débrief. Je regarde sur l'iPad, je fais des captures, je les envoie là-dessus pour le montage. Je passe mon temps à envoyer des fichiers d'un device à l'autre, et vraiment ça marche très très bien. C'est ultra rapide, la portée est très bonne. Alors à la base, moi je vous l'ai dit, je suis pas un pro Apple, ni un pro Windows, ni un anti, j'ai pas spécialement de chapelle, et je peux entendre que pour certains, ce soit difficile de se dire, je vais foutre 1000 balles là-dedans, mais je pense que la logique à avoir, c'est pas est-ce que c'est cher, c'est est-ce que le rapport qualité-prix est bon. Et là-dessus, il l'est. Mettre 1000 balles, alors vous pouvez le trouver autour des 900 € maintenant, Apple continue de le mettre en vente, hein. Depuis il y a eu le M2, il y a eu le M3, mais pour le coup le M1 est toujours en vente. Je suis pas sûr qu'il le sera encore très longtemps, mais il l'est toujours. Et dans une logique de rentabilité, d'efficacité et de longévité, parce que vous pouvez travailler longtemps et il vous durera des années, et ben 1000 balles, par rapport à l'efficacité, la puissance embarquée et le nomadisme que ça permet, pour moi c'est pas volé. Je vous promets que moi j'étais un peu dubitatif, je me suis dit oh putain 1000 balles pour un PC, enfin je préfère le mettre dans une grosse machine comme ça, mais j'ai vu tellement de gens, tellement de professionnels me dire mais tu devrais essayer, tu vas voir c'est vraiment génial. J'ai fini par le faire et c'est vrai, franchement c'est vrai, c'est pas usurpé, c'est pas exagéré, c'est pas que de l'influence. Vraiment, les puces Apple Silicon M1, M2, M3, tout ce que vous voulez, c'est incroyable. La puissance qu'il y a là-dedans, franchement, ça envoie du lourd, et le plaisir que je prends à travailler là-dessus, voilà. Et j'ai pas prévu pour l'instant d'en changer, même si des fois j'aimerais, mais les prix sont ce qu'ils sont. Donc pour l'instant, je vais rester à travailler là-dessus en nomade, mais je sais qu'après, je continuerai sur Apple, parce que vraiment, ces puces Apple Silicon sont épatantes. Puis alors, un des trucs qui est génial aussi, hein, par rapport à Windows, alors même si ça s'est amélioré et que moi j'ai quasiment jamais de problème là, mais macOS ça plante jamais. Hein. macOS, il y a quasiment pas de bugs, et il n'y a pas de plantage, quoi. C'est quand même ultra efficace. Alors encore une fois, rapport qualité-prix équivalent, enfin je veux dire, cette machine-là, pour le prix que j'ai mis dedans, je pourrais pas me payer un Mac Studio Ultra ou Max, M1 Max, M2 Max, M2 Ultra, M3 Pro, j'ai du mal à suivre tellement il y en a. Je pourrais pas me payer ça. Donc la puissance, le rapport qualité-prix sur la grosse machine est meilleur que chez Apple, mais le rapport qualité-prix pour la petite machine est bien meilleur ici. Alors moi je vous parle du montage vidéo, mais j'ai fait aussi, alors je fais pas tellement du développement photo parce que Lightroom je l'utilise que sur mon iPad. Par contre j'ai fait de la retouche photo et de la modif photo sur Photoshop, et ça tourne aussi au poil de cul, aucun problème, c'est hyper efficace. J'ai fait du denoising aussi avec Topaz Video AI là-dessus, et c'est aussi assez épatant comment ça fonctionne bien. Ça fonctionne aussi bien que là-dessus pour le coup. Moi je l'utilise au quotidien, hein. J'utilise aussi pour faire ma compta, j'utilise pour écrire des scripts, enfin, j'utilise cette machine-là pour à peu près tout, et j'en suis pas déçu. Le seul défaut, vraiment, enfin le truc qui me saoule, mais bon c'est la génération R, hein, c'est ça, il n'y a que 2 ports USB-C, moi je suis obligé d'utiliser un dock que je branche dessus. Alors j'ai mis un peu le prix pour maintenir de l'efficacité et du débit, mais si vous voulez plus de ports, si vous voulez dérusher vos cartes SD, si vous voulez des ports USB classiques, il vous faudra un dock à accrocher dessus, et ça c'est chiant, parce que j'avoue qu'un petit port USB classique, ou un port USB-C, ou un port MagSafe en plus pour pouvoir recharger et libérer les deux, ça aurait été pas mal, parce que là je trouve que c'est un poil limite quand même. Et alors tout ça pour vous dire que Noël approche, et que peut-être certains d'entre vous ont vu passer des promos sur le MacBook Air M1. Moi j'en ai vu pas mal passer au Black Friday, je vous en ai fait des petits retours, et si certains d'entre vous ont hésité à l'acheter, soit parce qu'ils sont étudiants et qu'ils veulent une machine qui va durer longtemps, soit parce que pour le coup vous êtes photographe, vidéaste, que ce soit amateur ou professionnel, et que vous n'avez pas le budget, vous n'avez pas 3000 balles à foutre dans une machine, mais que vous vous en foutez de pas avoir la toute dernière, et ben moi je peux vous le dire, les yeux dans l'objectif pour le coup, le MacBook Air M1, celui de base, il est top. À 900 balles, vous ne pouvez pas trouver mieux. C'est impossible de trouver mieux pour ce prix-là. Alors après, si vous avez les moyens de mettre 16 Go de RAM là-dessus, faites-le. Si vous bossez beaucoup dessus, je pense que ça fera une petite différence. Moi, les 8 me suffisent, mais il y a des petits moments où, quand je fais des trucs un peu plus costauds, je sens que ça tire un poil, mais honnêtement, le 16, c'est plus le confort, et ne mettez pas de thunes dans le stockage de chez Apple.
c'est là-dessus qu'ils marchent comme des cinglés. Achetez des Samsung T7, T5, T9, ce que vous voulez, là, les petits qu'on branche en USB-C, en Thunderbolt. Mais ça coûte tellement moins cher et vous aurez tellement plus de stockage. Moi, foutre 300 € de plus pour avoir 1 Tera de stockage là-dessus, quand un petit T7 va me coûter 80 € pour encore plus de débit, plus de vitesse, et pour le coup plus de mobilité parce que je peux le brancher partout. N'achetez pas ça. Par contre, la RAM, vous pouvez y aller, ce sera pas de trop. Mais encore une fois, la version ultra basique, la moins chère possible, elle est déjà incroyable et épatante. Et moi, ça a été, je pense que ça a été mon meilleur investissement de l'année avec le Panasonic S5 II. Mais honnêtement, ça a été mon meilleur investissement de l'année. Je l'utilise tous les jours. Et je ne regrette pas mon achat. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions. N'hésitez pas, si vous en avez des questions, à me les mettre en commentaire parce que, encore une fois, j'ai pas mis des benchmarks, j'ai pas mis plein de tests, mais si vous avez des questions précises, des mises en situation, des trucs, moi je peux vous répondre. Je pense que d'autres dans la communauté pourront le faire parce que je ne suis pas le seul à être sous Apple. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à aller sur Instagram. Et en attendant, prenez soin de vous. Salut!